très ambitieux sur la réduction des émissions sur le futur. Donc d'ici 2050, je ne veux pas me tromper d'année, d'ici 2050, l'ENCOR, en tant qu'entreprise, projette zéro émission nette pour d'ici 2050, mais on le fera de manière phasée. En 2035, nous aurons une réduction de 50%, mais d'ici 2026, nous voyons une réduction de 15%. Et c'est vrai que j'insiste, c'est très ambitieux, mais nous croyons pouvoir y arriver. Et quand on dit qu'on le fera, on ne le fera pas que dans le monde, on le fera ici en RDC. Et pour pouvoir avoir une production verte en RDC, nous avons déjà investi plus de 500 millions de dollars dans un partenariat public-privé avec la SNED. Parce qu'on ne peut pas parler d'énergie verte sans parler d'énergie propre. Et je pense que la RDC a l'avantage d'avoir l'hydroélectricité. Et donc nous avons investi sur 2 turbines, la G27 et la G28, pour une production de 450 MW, avec un transport de plus de 1000 km jusqu'à Kolwezi. De ces 450 MW, 50 MW sont alloués à la population de Kolwezi. Donc ici, je fais référence non seulement à une contribution verte, mais je pense que nous faisons aussi contribuer la population locale. Deuxièmement, rien que sur cet investissement dans ce partenariat-là, en réhabilitant les turbines G27 et G28, Kinshasa, la ville de Kinshasa bénéficie aussi de cet investissement-là parce que la ville de Kinshasa est desservie aussi par les turbines G27 et G28. Et troisièmement, la ville de Kolwezi également en bénéficie. Donc ça c'est la partie que je peux dire verte mais équitable aussi. Ensuite, on ne peut pas dire qu'on produit de manière responsable sans tenir compte de la population qui environne nos sites. L'ENCOR emploie plus de 15 000 personnes, plus de 15 000 personnes et contractants dans le Lualaba au travers de KCC et de nous. Et quand je dis emploi plus de 15 000 personnes, avec plus de 90%, je ne veux même pas monter à plus de 95%, mais avec plus de 95% de la population qui est locale. Quand je dis locale, congolaise, mais nous essayons dans la mesure du possible d'employer des personnes qui vivent à Kolwezi. C'est vrai que j'ai entendu après Watch parler des salaires, mais nous nous sentons assez confortables de dire que les salaires qui sont payés à nos employés congolais sont des salaires tout à fait décents et je dirais plus que décents. Ensuite, c'est vrai que vous me poseriez la question en me disant que peut-être que les 90% de ces employés ne sont que des employés qui ne sont pas des cadres. Mais je peux vous dire qu'on essaye d'avoir autant de cadres congolais, plus de cadres congolais que de cadres expatriés. Tout simplement parce que nous pensons que nous formons en fait les Congolais pour atteindre ces différents postes. Je suis moi-même congolaise, je suis PCA de KCC, je suis vice-présidente à Glencore et je ne suis pas la seule. Donc c'est pour vous dire effectivement que certaines personnes et beaucoup de Congolais ont des postes de responsabilité dans KCC ou dans Moumi ou dans Glencore en RDC. Ensuite, nous avons un programme particulièrement sur le développement de l'entrepreneuriat local. Et c'est un programme qui nous permet en fait de former les entrepreneurs locaux pour leur permettre en fait de pouvoir avoir l'expertise qui est requise dans le secteur minier. Et ce programme particulier
permet à ses employés de ne pas s'en... Ce programme permet en fait aux contractants congolais de pouvoir avoir l'expertise requise non seulement pour fournir des services à KCC ou à MOUI, mais pour fournir des services à toute autre entreprise minière qui opère en RDC. Ensuite, je voudrais aussi rajouter le fait que nous respectons le code minier. C'est vrai qu'on nous a parlé des écoles, mais je pense aussi que le code minier requiert certains investissements bien précis. Et nous, en tant qu'entreprise, nous nous assurons que tout ce qui est requis dans le code minier est accompli, et on va même bien entendu au-delà. Notre production, je vous l'ai dit, se fait de manière responsable, et quand je dis responsable, c'est vrai que nous utilisons des certifications qui n'existent peut-être pas encore en RDC, mais nous choisissons des certifications internationales pour assurer que notre production se fasse de manière responsable. Et nous utilisons le RMI, je pense que certains en ont entendu parler. C'est une structure internationale qui respecte les normes internationales. Et c'est vrai que cela ne nous est pas demandé en RDC, mais nous le faisons pour justement certifier une production responsable. Peut-être que je vais m'arrêter ici, il y aura peut-être d'autres questions qui me seront posées. Mais nous, en tant qu'entreprise, nous nous assurons de produire de manière responsable et surtout nous assurer que les communautés qui vivent autour de nos entreprises ne soient pas négativement impactées par ce que nous faisons. Je m'arrête là. Merci. Thank you, Marie Chantal, for providing a private sector perspective and also a perspective of one of our members of the cobalt industry, and really to of course delineate how important it is to continue to work towards the reduction of one's own emissions on your operations, but also to use that opportunity to contribute to the local community and to outline the development that you're investing in of the Congolese workforce. I'd now like to turn to Eddie to now give your remarks from a Switzerland perspective. Thank you, Susanna. Je voudrais remercier d'abord le Cobalt Institute pour cette opportunité qui nous est offerte de discuter chez nous, dans notre pays, d'une question critique, d'une question importante qui est de portée planétaire, notamment celle de la transition énergétique. Alors, avant de peut-être parler de Subsar pour expliquer quelle est notre vision sur cette question, je voudrais peut-être de manière un peu plus générale, en tant que Congolais, exprimer ou partager mon point de vue sur ce que représente une transition écologique verte, juste et équitable. En fait, en ce qui nous concerne, et c'est ce qui est d'ailleurs à la base de l'origine de la création de Subsar, c'est d'abord la forte conviction que la transition énergétique, qui est une question planétaire, nécessite de prendre en compte trois éléments essentiels. Le premier étant la prise en compte de la dimension humaine, qui est un élément capital au succès de la transition énergétique. Deuxièmement, le caractère efficient et soutenable de la production des minerais critiques ou stratégiques. Et troisièmement, la réussite de mise en œuvre des moyens pour assurer une préservation, une maintenance et une restauration, dans les cas applicables,
de la nature. Et ces trois éléments vont de pair. Un des trois manquants, nous considérons qu'une transition énergétique serait un échec. Deuxième point, comme nous disons souvent dans les différents forums où nous prenons part, c'est peut-être une prise de position forte, mais pour rebondir sur le discours de monsieur le directeur de cabinet adjoint du président de la République, en réalité, au regard de la position de la RDC, au regard de son rôle de poumon pour l'équilibre climatique et au regard des ressources naturelles dont elle dispose, la transition énergétique se fera avec le Congo ou ne se fera pas, tout simplement. Et dès lors que nous nous mettons d'accord sur cette acception, ça nous permet de mieux comprendre quelle est la perspective que nous avons. Alors, au niveau de Sud-South, Sud-South est un projet que nous qualifions fièrement d'indigène, puisque né au Congo, société née de capitaux à 100% congolais, et qui vise essentiellement à accompagner le gouvernement dans son ensemble, mais particulièrement le gouvernement provincial de Lualaba, à pouvoir apporter sa contribution en matière de mise en place d'une chaîne d'approvisionnement, du moins en amont, responsable, soutenable et en phase avec les objectifs globaux en matière de transition énergétique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est premièrement se focaliser sur des investissements à impact social pour avoir la possibilité de rehausser le plus rapidement possible et le plus efficacement possible la situation de la communauté des creuseurs que nous devrions appeler les artisans miniers, puisque je pense que le terme de creuseur a une connotation pour nous pas suffisamment positive. Deuxièmement, c'est s'assurer qu'à cette communauté d'artisans miniers, ainsi qu'à leurs proches, et de manière plus large à la communauté locale de la province et des communautés avoisinantes, qu'il puisse être offert des conditions dignes de diversification d'activités. Puisqu'en réalité, quand on parle d'artisanat minier, il faut peut-être le souligner, c'est 40 à 50 millions de personnes dans le monde. C'est plus ou moins 150 millions de personnes dépendantes de ces artisans miniers dans le monde, l'essentiel d'entre eux étant concentrés dans l'hémisphère sud de notre planète. La RDC, naturellement, étant en tête en matière de population pour ce type d'activité. Pour le Lualaba seul, où nous sommes situés, nous parlons de plus ou moins 200 personnes actives dans ce secteur, avec une tendance croissante, qui malheureusement est corollaire avec une paupérisation, elle aussi, croissante. Alors aujourd'hui, au travers du projet que nous mettons en œuvre, nous ne sommes pas encore opérationnels, nous sommes encore en phase de préparation. Il nous a été demandé par la province du Lualaba de pouvoir concevoir un programme de gestion du centre de négoce de Moussampo, conçu par décret gouvernemental, comme étant un one-stop shop au travers duquel doit passer toute la production minière artisanale de la province. Et naturellement, l'objectif est d'une part de permettre que, au sein de cette plateforme, tous les acteurs, c'est-à-dire acheteurs et vendeurs, puissent se retrouver, qu'au sein de cette plateforme puissent être présents les services de l'État qui vont aider pour la détermination d'un prix juste, en phase avec les tendances du marché, mais aussi tous les services qui doivent accompagner à déterminer justement la valeur des produits qui sont commercialisés, notamment en termes de teneur, en termes de quantité et donc en termes de qualité. Alors, pour que ce projet puisse prendre forme de manière efficace, en tant que Sud-South, entreprise privée, nous avons proposé une approche alternative à celle de l'essentiel des organismes, j'allais dire, à but non lucratif, je pense notamment aux ONG et autres, en proposant ce que nous appelons une solution intégrée assortie des services à valeur ajoutée, pour lesquels cela va sans dire, puisque nous sommes une structure qui œuvrons
sur base d'un contrat de délégation de service. Nous allons nous tourner vers les organes de l'État, les structures de l'État, dont l'EGC. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours de M. Tossi Panopano en la matière et nous serons heureux de venir en appui de leur mission, qui est celle de pouvoir apporter l'expertise en matière de certification des opérations sur les sites miniers, en collaboration avec une des plus grandes sociétés mondiales en matière de certification. Ici, en l'occurrence, on parle de DMT, qui est une des plus grandes sociétés au monde en matière de contrôle qualité, et qui a le mérite d'avoir développé un concept qu'on appelle de certification qui s'appelle CERA 4-in-1, qui nous espérons pouvoir permettre de faire la synthèse entre les différents programmes de certification qui existent. Nous avons suivi Madame le PCA de KCC qui a parlé de RMI, qui est effectivement, à notre sens, l'organisation la plus avancée en la matière. Et nous espérons qu'à travers ce programme des certifications des exploitations minières, nous pourrons harmoniser la compréhension que nous avons de ce qu'on peut appeler une activité minière artisanale responsable. Et cela, pour nous, c'est la base. Si on veut toucher à la question humaine, à la dignité, à la prise en compte de leurs conditions, c'est cette question qui doit être réglée. Pour qu'il n'y ait plus de travail, ou le moins possible de travail d'enfants, qu'il y ait le moins possible d'exposition de femmes enceintes à des activités qui peuvent être dangereuses, et que les conditions générales d'exploitation se fassent conformément aux normes internationales. À côté de cela, nous avons approché une société spécialisée en matière de traçabilité des minerais sur la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial qui s'appelle MindSpider, qui a la particularité d'avoir travaillé avec certains groupes automobiles, ici en l'occurrence Volkswagen, qui est le plus grand groupe automobile au monde, pour assurer la traçabilité de ces minerais. La traçabilité des minerais permet de donner des informations importantes à toutes les parties prenantes sur la chaîne de valeur, d'amont en aval, et permet d'assurer au cobalt artisanal la valeur qui lui est due pour que lors de la négociation du prix, nous ayons un prix juste. Et c'est un des éléments contributifs pour nous de l'équité et de la justice recherchée au travers de cet effort de transition énergétique. Nous avons proposé et conçu un autre service qui est un service de transport et de gestion de la plateforme logistique de Moussampo au travers d'un partenariat avec Bolloré Logistique pour aider, mais encore que je dois le dire avec beaucoup de prudence puisque nous allons nous rapprocher de GC qui est une structure de l'État et qui a des compétences spécifiques dans la matière, pour pouvoir assurer le transport des minerais des sites miniers jusqu'au centre de Moussampo et du site de Moussampo, si possible et si nécessaire, jusqu'au point d'export. Et pour finir, nous avons conçu une plateforme électronique, puisque quand on parle de traçabilité, on parle de traçabilité des flux matières, mais aussi de traçabilité des flux financiers. Comme vous le savez, un des grands problèmes de la pauvre réputation du secteur minier artisanal, c'est le fait qu'au travers de son caractère informel, ce secteur sert de plaque tournante, malheureusement, aux activités de blanchiment d'argent et potentiellement de financement des activités terroristes. Et donc l'objectif que nous avons, c'est d'assurer, de déployer un programme de certification, une solution de traçabilité qui permettra au gouvernement central, au gouvernement provincial du Lualaba, de pouvoir faciliter la formalisation de l'activité minière artisanale, ensuite pouvoir dégager une valeur qui permettra d'investir dans des solutions qui vont soutenir le début du processus d'industrialisation de la province. Parce que nous estimons qu'en réalité, encore une fois, la justice et l'équité en termes de transition énergétique va passer par la capacité à déplacer le curseur sur la chaîne de valeur. Passer d'une économie essentiellement extractive à une économie où on pourra assurer le traitement de nos minerais par des acteurs congolais, sans stigmatiser les acteurs actuels, qui sont essentiellement chinois, mais nous estimons que c'est une activité qui devrait principalement revenir aux Congolais. Ensuite, passer du traitement primaire au raffinage de nos produits de manière locale, avant qu'ils puissent être exportés, en allant plus loin, et je le dis sous
l'autorité naturellement de son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie, être en mesure de proposer des solutions d'assemblage, d'équipements, voire de terminaux, qui aujourd'hui font appel aux minerais qui viennent de chez nous. On parle des téléphones portables, on parle des tablettes et pourquoi pas d'ordinateurs portables, qui aujourd'hui sont essentiellement assemblés dans les pays d'Asie. Et nous pensons que si nous greffons à cela, ce n'est pas Subsave naturellement, mais des acteurs qui pourraient accompagner cette démarche, de la fourniture de solutions vertes en matière d'énergie, si nous développons des solutions de formation et de recherche, nous offrirons à notre jeunesse la capacité d'avoir un choix quant à l'avenir qu'il veut se forger. Et pour nous, l'avenir se trouve dans le numérique, l'avenir se trouve dans l'économie digitale, et nous estimons qu'en accompagnement de la vision du gouvernement, il est possible d'offrir à nos jeunes une alternative pour que nous puissions sortir progressivement la jeunesse de l'activité minière artisanale, qui, il faut le dire, même si elle restera encore longtemps, en réalité n'est que l'expression d'une déficience socio-économique de notre système. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire à ce stade. Une transition verte, juste et équitable, c'est une transition qui permet à la RDC de capter le plus possible de la valeur économique issue de cette activité, qui permet de raccourcir les chaînes d'approvisionnement et qui permet d'impulser un processus d'industrialisation. Merci beaucoup. Thank you very much, Elia, and I think you also summarized your speech, which was very helpful, so I won't do that again. And I'll move quickly on to José Blondi, who is here as the project director of Project Coteco and on B2C. Thank you. Thank you very much, Suzanne. Bonsoir, tous participants. Alors, que signifie la transition verte, juste et équitable pour la RDC? Ce que nous pouvons dire, c'est que cette transition dont nous parlons depuis, cette fois-ci, à travers Cobalt Institute, on discute de la transition juste et équitable. Ce qui change, c'est que c'est la question de savoir ce que la RDC va gagner à travers cette transition. Ce n'est pas question que on est en train de vivre une transition, on va se dire comme ça. Qu'est-ce que la RDC va gagner à travers cette transition? C'est sur une leçon apprise par rapport aux transitions ou aux évolutions industrielles précédentes, comme l'a su le mentionner le conseiller adjoint au président de la République. Et cette fois-ci, je crois que la RDC voudrait profiter au maximum de la transition. Alors, la RDC en tant que pays possédant plus de la moitié des réserves mondiales du cobalt et du lithium, qui sont des minerais stratégiques dans cette transition, d'emblée, on peut dire que la transition énergétique juste et équitable représente, je disais d'emblée, une opportunité pour la RDC. Cependant, l'opportunité ne se fera pas si la RDC ne prend pas les mesures nécessaires pour se préparer à entrer dans cette transition. Alors, parlons de la perspective de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Nous sommes une agence des Nations Unies, la plus ancienne d'ailleurs, spécialisée dans les questions de l'emploi. Et pour rejoindre un peu ce que mon prédécesseur venait de dire, cette transition a au centre même l'être humain dans tous les aspects possibles. Et c'est là où l'OIT, qui se concentre sur les questions d'emploi, a un rôle à jouer. En ce qui concerne notre approche elle est tripartite. C'est la seule agence qui a le tripartisme. Cela veut dire que nous travaillons avec les gouvernements qui sont nos mandants, les employeurs, les entreprises et les travailleurs. Alors, l'approche que nous utilisons, c'est l'approche